assez exceptionnelle, en ce sens que le consul Aristide de Sousa Mendes n'était pas destiné forcément à faire ce qu'il a fait, parce que d'abord il n'était pas sûr qu'il se retrouve un jour en poste à Bordeaux, donc il y a toute une carrière avant sur 3 décennies quasiment, parce qu'il arrive à Bordeaux, il a plus de 50 ans, et il a été en poste au Brésil, aux États-Unis, en Belgique, et en fait il refuse presque de quitter la Belgique. Il y passe quasiment 20 ans, il fait toute sa carrière, pratiquement toute sa carrière, et quand il est nommé à Bordeaux, il veut absolument rester encore en Belgique, et finalement il dit bon, ça fait longtemps là, on l'envoie à Bordeaux, et effectivement rien ne le prédestine à ce moment-là à faire ce qu'il va faire, et c'est pour ça qu'il y a ces 3 jours de réflexion, ces 3 jours de doute, quand il faut prendre cette décision, parce que c'est une décision de désobéissance, parce qu'il n'a pas le droit, parce que son ministère refuse qu'il délivre les visas comme ça, qu'il y a une circulaire qui est depuis 1938 qui restreint la délivrance de visas portugais, parce que le Portugal est la voie de passage vers les Amériques, vers le Moyen-Orient, et beaucoup de réfugiés commencent déjà à demander des visas. Et cette circulaire restreint vraiment les visas. Salazar ne veut pas les octroyer ni aux Juifs, ni aux apatrides, ni aux détenteurs d'un passeport non-scène. Enfin, tout ce qui est considéré comme un peu indésirable à ce moment-là en Europe. Et Aristide va commencer à désobéir très tôt, hein. Il va commencer à délivrer comme ça des visas au compte-gouttes dès 38-39, mais quand en juin 40 c'est la débâcle et que là des milliers de réfugiés se massent face au consulat portugais à Bordeaux, il ne peut plus échapper un peu à cette espèce à son destin en fait, et il ne peut plus juste désobéir au cas par cas, tricher un peu avec sa hiérarchie comme il le faisait jusqu'à présent. C'est où il délivre, où il ne délivre plus de visa. Donc il ferme les portes ou il les ouvre complètement. Et pendant ces 3 jours, effectivement, il s'est vraiment enfermé, c'est une histoire vraie, il s'est vraiment enfermé dans son appartement au consulat. Pendant 3 jours, il n'a pas mis les pieds dehors. Et au matin du 3e jour, il sort de son appartement et il a apparemment, selon ses enfants, il a des cheveux qui ont blanchi pendant ces 3 nuits, et il les rassemble, ce qui reste de sa famille avec lui à ce moment-là, parce que les tout petits sont déjà partis, parce qu'il y a des bombardements. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même des bombardements à ce moment-là, quand même à Bordeaux et dans la région, donc c'est vraiment une situation très périlleuse. Il rassemble ce qui reste de sa famille et il leur déclare, bon, maintenant j'ai pris une décision, je vais désobéir complètement, je vais délivrer des visas à tout le monde, c'est-à-dire sans distinction, ni d'origine, ni de quoi que ce soit, ni de religion. Donc, il le dit, il est probable que j'invente pas, il est probable que notre vie change à partir de ce moment-là et que nous ne puissions plus mener cette vie confortable qu'ils ont eue pendant une vingtaine d'années. Les troupes allemandes seraient à Bordeaux le 20 juin si l'armée française continuait à se débander, si les hommes politiques de ce pays, saisis de lâcheté, continuaient à dénigrer leurs soldats et leur classe politique, désignant déjà des boucs émissaires, les juifs et les hommes de gauche, ceux de 36 du Front populaire, cause pour eux de la déliquescence de la France, de la défaite qui s'annonçait, encouragés par Pétain et Gamelin, par les officiers de la Grande Guerre prenant une revanche sur la nouvelle génération, voulant la punir pour un crime imaginaire. Quel crime? Je ne le savais, je me perdais en conjectures. J'étais comme tous les diplomates étrangers en France, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne m'attendais pas à un tel effondrement, et sans doute les réfugiés qui se pressaient au consulat, dans ces couloirs, s'entassaient dans ces escaliers, ne s'y étaient pas préparés non plus. Ils pensaient trouver refuge en France pendant toute la durée de la guerre, et ils étaient pris au piège. Les familles étaient dispersées, disloquées, les enfants envoyés à Londres ou en Amérique, les parents assiégeaient le consulat, les femmes voulaient rejoindre leurs maris, les époux leurs femmes partis depuis des mois, des officiers polonais et autrichiens cherchaient à regagner Londres parce qu'ils seraient fusillés par les nazis s'ils restaient dans une France défaite, ou ne voulaient pas se retrouver dans ces camps qui s'ouvraient dans les pays occupés par les Allemands. Je les entendais, couchés au fond de mon lit, sous mes draps de soie, j'entendais les allées et venues, les cavalcades dans les escaliers,
J'entendais les cris et les hurlements, les hystéries des femmes, les soldats qui entraient en courant dans les bureaux pour séparer les hommes qui se disputaient une place dans la file qui allait du bureau de José Seabra, descendaient les escaliers, se perdaient dehors entre le quai et le chemin de fer, sur les rives de la Garonne que je l'imaginais en crue. Je me bouchais les oreilles, j'essayais de dormir, les flots gonflaient, il faisait nuit, le jour devenait obscur, les rideaux épais occultaient toute lumière, j'étais enfin hors du temps. Je souhaitais que celui-ci se défie puisque je ne pouvais pas quitter ce maudit consulat où un Dieu sans miséricorde, le Dieu de l'Ancien Testament, m'avait placé pour me mettre à l'épreuve. J'étais tel Job sur son galetas, mangé au verre, pourrissant et malade de l'intérieur, le cœur brûlé, agonisant bien que vif, tourmenté au-delà de l'imaginable. Allais-je perdre mon travail ou ma dignité, ma conscience ou le gagne-pain qui nous faisait vivre tous, femmes et enfants, et André, et l'enfant qu'elle portait? Je ne pouvais rien dire à personne, même si Angelina lisait en moi et se doutait que quelque chose n'allait pas. Je commis de plus en plus d'imprudence, je signais de plus en plus de visas, délivrais de faux passeports, je devins un mauvais consul au sens diplomatique du terme, je donnais ce qui ne m'appartenait pas, le Portugal. J'étais hors la loi des hommes et je m'en portais mal ou bien selon les jours. J'assistais à la destruction de la Belgique que j'aimais, à la France qui me rendait fou parce qu'elle désertait et refusait la grandeur. Elle préférait ouvrir des camps pour les réfugiés plutôt que les protéger, se méfiant de tout et de tous au point de faire patrouiller ses soldats à la recherche d'une 5e colonne imaginaire, soulevant les soutanes des curés et des nonnes au cas où un espion allemand se serait caché dessous. Quelle misère morale! J'écrivis à César pour hurler ma douleur d'homme de conscience qui désobéissait pour délivrer des visas à des juifs autrichiens, à des Polonais apatrides, à des Belges pourchassés par la horde nazie, et qui s'attendaient bien sûr au jugement du maître de Lisbonne, au bond de la bête féroce qui ne manquerait pas de la dévorer parce qu'elle en aurait enfin le prétexte. Elle pourrait enfin instruire son procès en inquisition. Je ne pouvais fournir ce prétexte, je n'armerais pas la main du bourreau. Salazar, je le haïssais comme on peut haïr la médiocrité qui se donne en exemple, la turpitude sanctifiée par ses proches, homme sans honneur, prévaricateur vivant aux dépens de leur peuple, cette masse analphabète à peine sortie d'un Moyen-Âge que nous avions bâti de nos mains. Et les cris et les remuements montaient d'en bas et le sommeil me fuyait, laissant mes yeux ouverts sur la nuit du monde qui tombait infini depuis le ciel, sur les vivants et les morts, tombés. Nous n'étions que de faibles lumières dans les ténèbres, des lucioles qui se frôlent de loin en loin dans les allées d'un château obscur et finissent par s'éteindre les unes après les autres. Voilà la vie et la mort, rien en somme, le néant. Je me jetai au bas de mon lit et me mis à prier le Seigneur Jésus-Christ de toutes mes forces comme s'il s'agissait de défendre le reste de mon humanité qui se délitait, se perdait dans cette obscurité du monde. Je priai pendant de longues heures et je perdis le temps comme je l'avais souhaité. Il disparut. Puis la nuit d'encre dans la chambre s'accentua, devenue plus obscure encore, et les bruits menacèrent de me submerger. Puis ce galop incessant dans mon crâne, cette tempête qui s'était levée pour m'emporter commença à s'apaiser, à refluer, et le fleuve retrouva son lit, le silence dans le consulat comme dans la ville. Quelqu'un avait jeté un charme et celle-ci s'était transfigurée. Le monde s'était arrêté de tourner, et les hommes avaient cessé de combattre, déposant enfin les armes. Silence ou mort, je pouvais renaître.